Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On va donc démarrer ces rencontres nationales avec une conférence inaugurale qu'on a voulu autour de la question des liens entre la philosophie et le cinéma. Et sur cette question extrêmement vague, extrêmement générale, sur laquelle on pourrait sûrement parler pendant des heures et des heures. Yann Goupil a eu la gentillesse d'accepter notre invitation et de venir pour démarrer ces rencontres. Donc Yann est chercheur. Il travaille actuellement sur une thèse autour de Jean-Luc Nancy et de sa pensée des arts. Pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Luc Nancy, c'est donc un philosophe français et qui a des liens avec le cinéma, puisqu'il y a un film que vous avez peut-être vu qui s'appelle L'intrus de Claire Denis et qui est adapté d'un de ses ouvrages. Si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille fortement. C'est un film très, très étrange et très beau. Donc voilà, je ne vais pas prendre la parole plus longtemps et je vais laisser Yann Goupil vous emmener avec lui dans son ciné-monde. Voilà, à toi Yann. Merci Anne. Donc, merci Anne infiniment de m'avoir donné cette chance de présenter un moment de ma recherche. Alors, dans notre échange, il était question que je voyage un petit peu à travers les catalogues d'écoles et cinéma et de collèges au cinéma. Donc un voyage impossible, trop immense. Donc il a fallu que je fasse des choix et il y avait 1000 autres possibilités, évidemment, c'est tellement riche. Donc voilà, j'ai réussi à quand même faire en sorte d'avoir un spectre assez large de propositions. Et puis l'enjeu aussi, c'était évidemment de se poser la question de ce que c'est que penser en général, et penser le cinéma ou le cinéma comme pensée. Donc voilà, je vais commencer donc cette conférence. Alors permettez-moi en ouverture de dédier donc cette conférence à Jean-Luc Nancy, qui nous a quittés à la fin du mois d'août dernier. Quelqu'un dont le frayage de pensée a ouvert une brèche dans le cours de mon existence. C'était à peu près il y a une vingtaine d'années. Une brèche dense, peut-être. Cette brèche ne s'est depuis jamais colmatée. Au contraire, elle s'ouvre encore. Et si j'évoque le motif d'une brèche dense, en jouant avec le breakdance, euh, c'est bien parce que d'une certaine manière, la pensée et la danse sont mêlées. Et avant Nancy, c'est Nietzsche qui l'aura dit dans son Gai Savoir, je le cite, « Et je ne connais rien que l'esprit d'un philosophe souhaite davantage qu'être un bon danseur. Quand je pense, je danse. » Vous comprenez maintenant le petit texte de présentation des rencontres passeurs d'images, que je remercie vivement, où je vous invite à danser, c'est-à-dire à penser, mais également à laisser danser et penser les films en vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être faut-il d'abord nous demander ce que penser veut dire. Vous le savez peut-être, penser a la même provenance étymologique que peser, via le latin. Oui, nous pesons le poids des choses et du monde, nous nous pesons nous-mêmes, et les choses et le monde nous pèsent aussi. Mais bien sûr, les choses, comme le monde, comme nous-mêmes, ne sont pas posées là. Elles ont une manière de se présenter. Elles ont de la présence, comme on dit. Et la présence, il faut la penser comme une modulation, une vibration, un battement, si vous voulez. Ça s'avance et se retire, ça s'ouvre et se ferme. Ça n'est jamais donné. C'est toujours en formation. Et plutôt que de les appréhender comme des résultats, il nous faut les aborder, les choses, le monde, nous-mêmes, comme un processus où se côtoient des formations extrêmement lentes à l'échelle de nos vies, comme par exemple celle d'une montagne, et des formations éphémères, comme le ferait le passage d'un papillon, ou bien l'insecte qui porte le nom d'éphémère et dont le stade adulte ne dure que quelques heures. Comment peser ce qui n'est pas posé ou donné, ce qui est toujours en formation? C'est toute la chance et le risque de la pensée.
Cela peut donc également nous peser. Cela presse, cela pousse, ça peut être pesant. À la fin de cette conférence, vous vous direz peut-être c'était lourd. C'était dense dans toutes les orthographes possibles. Tout le corps est engagé, c'est une épreuve, nous éprouvons, cela nous éprouve concrètement, physiquement. Le corps est engagé, mobilisé, et c'est ce qu'il se passe exactement lorsque nous sommes assis au cinéma. Il en va de cette mobilisation, de cette pesée et de cette pensée des choses qui apparaissent sur un côté de la salle, de cette pesée et de cette pensée de l'approche dont les films sont l'épreuve. Ça pense. Et ça pense déjà, dès que je mobilise les mots, à moins que ce soit eux qui me mettent en mouvement, dans ce recours à l'étymologie par exemple, qui est bien l'épreuve d'un ça pense. Lorsque je dis cela pèse, cela presse et pousse, il faut bien sûr affirmer que cette pression et cette poussée ouvrent à une joie, la joie de la pensée, qui elle-même nous emporte. C'est un élan, un transport, cela passe. Et dans le passage, ça ouvre le désir. Par exemple, de recontacter cette émotion, cette motion. Nous y retournons alors, car nous voudrions bien revivre ce transport, mais nous constatons, et nous en faisons tous l'épreuve, qu'il s'agit d'une reprise altérée. Le même fait toujours retour, altéré, ailleurs, autrement. Mais c'est bien là aussi notre chance. Cette altération est une chance, la chance de nous sentir pensants, et que ce sentir ouvre et altère la pensée telle que nous nous la représentons couramment. Ici, au contraire, nous sentons que penser, c'est d'une certaine manière faire autre chose que penser, au sens courant du terme. Ce serait une sorte de distraction. On peut entendre littéralement, avec le préfixe latin dis, qui indique un écartement, et son radical, traire, qui fait signe vers un tiret, qu'on retrouve aussi bien dans le traire, une vache, ou dans le portrait peint. Ainsi, penser, comme distraire, ce serait, si vous voulez, une manière de toucher au fait très concret que la pensée s'écarte d'elle-même. Que cette sorte de distraction singulière nous fait sentir là où la pensée pense. Et c'est cela qui nous affecte, nous meut et nous émeut. Et c'est ce que nous avons tant de mal à accueillir, à consentir, que là où la pensée pense, c'est en outrepassant la signification, c'est en deçà ou au-delà de la signification, et c'est très exactement là où la pensée danse. Vous sentez bien que ça n'a rien à voir avec un exercice intellectuel, où un sujet pose un objet devant soi pour l'inspecter ou l'analyser. Au contraire, cela nous arrive et nous surprend. Pas de pensée sans surprise. Surprise à la fois de ce jaillissement de sens, qu'on pourrait appeler une signifiance, et de se sentir singulier et troublant d'un ça pense à travers nous. Ça nous traverse, nous altère et nous ouvre. Et cette venue singulière, ce surgir, peut arriver en tout lieu, aussi bien au contact d'un livre de philosophie que dans la vie de tous les jours, le long ou au détour d'un geste, d'un chemin. Mais bien sûr, et c'est ce qui nous intéresse ici, dans une salle de cinéma, au contact d'un film. Il faudrait préciser d'ailleurs que l'art en général, mais il n'y a pas l'art en général, plutôt des arts innombrables. Il faudrait préciser que les arts, et le cinéma en particulier, cherchent cela, la possibilité d'une survenue, d'un surgir, d'une surprise. Mais ils ne la cherchent pas, cette surprise, comme un thème à présenter et illustrer. C'est plutôt elles qui les trouvent, quand justement, ils se sont rendus disponibles à son surgissement. Aller sur le motif, comme disaient les peintres, c'est aussi bien laisser le motif venir. C'est une disposition à se laisser surprendre
et à se laisser embarquer. Ce qui arrive au cinéaste Werner Herzog et ses deux opérateurs lorsqu'ils attendent la catastrophe qualifiée d'inévitable dans le sous-titre du film, l'éruption du volcan La Soufrière. Attente redoublée par celle des hommes rencontrés, les seuls qui sont restés dans cette ville de Basse-Terre, vidée de ses habitants. Ces hommes qui attendent la mort, comme ils disent. Et de La Soufrière de Werner Herzog. Ni l'éruption, ni la mort ne viendront. On pourrait en rester là et accepter la tonalité déceptive ou pathétique, comme le souligne la voix d'Herzog, commentant les images du film. Mais il nous faut faire un pas de plus, ou un pas de côté, un pas de danse, en prenant le réalisateur au mot, pathétique. Sans doute Herzog l'utilise ici dans le sens courant d'une manifestation emphatique, le pathos. Il y a cependant un autre sens qui correspond davantage au film et à son épreuve. Pathos, en grec ancien, dit l'épreuve de l'exister. S'il y a bien une pathétique du film en ce sens, nous l'éprouvons dans ces travelling ou ces images aériennes révélant un volcan enveloppé dans ses fumées. Et tout le film sera l'épreuve d'un rien à voir que cet enveloppement, que cette mise à distance. C'est l'épreuve du cinéma, une approche du lointain, un éloignement du proche. Et si nous sentons la tension de l'attente qui tend tout le film, c'est l'inattendu qui survient. Le cratère ne se laissera pas approcher, l'éruption ne viendra pas plus que la mort attendue par ces hommes, mort qu'ils semblent singulièrement regarder en face, faisant l'épreuve, comme Herzog, du volcan et de son éruption, qu'il n'y a justement rien à voir. Ici, nous touchons à ce que le philosophe Jacques Rancière appelle la pensivité de l'image, c'est-à-dire une image où se lève de la pensée, non pensée, une pensée qui échappe à l'intention de celui ou de celle qui image et agit sur celui ou celle qui la voit, mais qui agit sans qu'il ou elle la relie forcément à un objet ou à une cause déterminée. Ce qui se joue là, dans ce motif d'une pensée non pensée, c'est ce que j'essaie d'approcher avec la pensée comme danse et avec l'image comme danse. C'est ce qu'un autre philosophe, Walter Benjamin, avait touché par cette formule devenue célèbre, la vérité est la mort de l'intention. Lorsqu'elle arrive, comme une ponctuation, la vérité, lorsqu'elle arrive, la vérité, l'intention est déjouée, détournée de son cours, déroutée, elle n'est pas satisfaite. La vérité n'est pas aboutissement, elle n'est pas conclusive, au contraire, elle suspend ou interrompt les intentions, les projets, les visées, les visions, les conclusions, les points de vue, les vouloir dire ou les vouloir signifier. C'est ce qu'il se passe avec ce que nous avons appelé la pensée non pensée ou ce que nous avons appelé la distraction. Là où ça pense, là où ça danse, la vérité touche. Mais pour qu'elle touche, la vérité demande une approche, une manière, une allure, un rythme. Elle demande un modelage, un façonnage, c'est-à-dire le sens premier du mot fiction, ici du latin fingere, qui fait signe vers un modelé, un forgé, et non vers le sens de feindre auquel on le rattache la plupart du temps. La fiction, en ce sens, est donc un modelage, un assemblage de formes, de signes qui se répondent. La fiction est donc la technique ou l'art, art et technique ont une origine mêlée, l'art donc de construire des images. Ce qui implique, par conséquent, que le documentaire n'est pas le contraire du film de fiction. Cette approche donc, cette manière, cette allure, pour que de la vérité touche, requiert un art dans l'épreuve duquel tout artiste se découvre par conséquent apprenti de son art. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est cet apprentissage?
Eh bien, c'est celui d'un savoir-faire ou d'un savoir-aller ou d'un savoir laisser venir, c'est-à-dire, en quelque sorte, d'un non-savoir, où il s'agit d'être dans la disposition d'un faire pour que ça se fasse, d'un aller pour que ça vienne, d'un passé pour que quelque chose se passe. Cette disposition singulière est décrite exactement dans une expression du peintre Henri Matisse que nous pouvons élargir au cinéma. Il faut toujours suivre le désir de la ligne. Cette ligne, dont parle le peintre, peut aussi bien être mélodique, chorégraphique ou filmique. Quel est donc ce désir de la ligne? Il ne s'agit ni du désir de la ligne en tant que tel, ni du désir de l'artiste projeté sur cette ligne, mais d'un jet, d'un trait, d'un élan, d'un emportement qui excède le projet et l'intention et qui ouvre le désir à n'être ni désir donc d'objet, ni désir d'un sujet, mais un toucher et un être touché par la mobilité ou le désir du monde. Le monde, comme ce jet lui-même, ce trait, cet élan, cet emportement, cette force métamorphique, ce désir, dont les arts sont et font les preuves, et dont les artistes se font les caisses de résonance, et dont ils intensifient pour nous l'expérience ou le sentir. Nous nous demandions tout à l'heure comment peser ce qui n'est pas posé ou donné, ce qui est toujours en formation. C'est aussi bien nous demander comment se dit l'existence, ou comment se dit et s'approche le réel. C'est-à-dire finalement, comment se réalise le réel. Il se réalise nécessairement en image, comme image. Il n'y a pas de réel sans image, et nous pourrions dire, d'une manière provocante, pour sortir de l'habituel problème de la relation entre l'image et le réel, dont nous héritons, un lourd héritage qui nous vient de l'Antiquité, ou d'un platonisme mal digéré, nous pourrions dire que l'image, c'est le réel, ou aussi bien nous accédons au réel par l'image, c'est-à-dire en imageant, ou en imaginant, pardon. Imager et imaginer sont ici quasi synonymes, car ils disent la force qui répond à la force du réel. Car le réel, ça presse, ça vient, ça pousse. Mais qu'est-ce que c'est, le réel? Eh bien, c'est justement ce qui n'est pas perceptible comme ça dans le cours de la réalité. C'est ce qui surprend notre perception ordinaire. L'image, le réel, donc, c'est ce qui interrompt, c'est ce qui se détache du continu, c'est ce qui nous arrête, ce qui ouvre ou déchire notre perception ordinaire. Mais dans le même mouvement, c'est aussi bien ce qui nous convoque, nous appelle, nous mobilise. Et reprenant le titre d'un poème de Baudelaire, c'est ce que Jean-Luc Nancy, caractérisant le cinéma, appelait une invitation au voyage. Et au moment de partir, nous nous retrouvons dans l'émotion décrite si fortement par un poète, Fernando Pessoa. Là, je passe au... Voilà. Alors, c'est pas celui-là. Voilà. Ce froid si spécial des matins de voyage, l'angoisse du départ, cette chair de poule qui part du cœur pour atteindre la peau, qui pleure virtuellement malgré la joie. Cette chair de poule qui part du cœur pour atteindre la peau, c'est ce que nous ressentons dans toutes les inflexions du voyage d'Ahmad dans Où est la maison de mon ami d'Abbas Kiarostami, dont voici un extrait. Donc inflexion due aux rencontres, aux accidents, aux encontres, aux injonctions des adultes,
à la sinuosité ou à l'escarpement de certains chemins, comme ce chemin dessiné par Kiarostami lui-même, un chemin en zigzag, autre nom pour l'inflexion, zigzag et inflexion, autre motif pour toucher au désir de la ligne dont nous parlions avec Matisse, et dont il est évident que le cinéma de Kiarostami fait l'épreuve. Voilà aussi un exemple du façonnage de la fiction qui pourrait se moduler, se formuler chez Kiarostami comme le frayage de la route, qui est aussi le frayage de la pensée. Là encore, nous faisons l'expérience qu'aucun réel n'est purement et simplement disponible, présent, observable ou factuel, qu'on ne peut par conséquent simplement en fournir le document, mot qui a forgé le mot documentaire. Il s'agit au contraire toujours d'un mode, d'une manière d'approche. Le cinéma approche les choses et montre son approche. Les choses filmées et projetées ne sont pas des représentations ou des visions, pas plus qu'elles ne sont une illusion de réalité ou de présence. Sur ce point, on peut toujours faire un pas de danse avec Nietzsche. Héraclite gardera éternellement raison en affirmant que l'être est une fiction vide de sens, le monde apparent est le seul. Le monde vrai n'est qu'un mensonge qu'on y rajoute. Formulation nietzschéenne que nous pourrions moduler ainsi. Le monde, c'est que ça apparaît. Vivre, c'est apparaître. Et on en a un exemple chez Adolphe Portman dans son livre La forme animale. Je le cite. Les écailles des ailes des lépidoptères et la cuirasse en cératine des coléoptères font voir des colorations de métal, des structures chromatiques dorées ou violettes, dont la signification va bien au-delà des exigences de l'adaptation au milieu. Les plumes, les poils et la peau des vertébrés sont, pour ce qui est de leur forme et de leur couleur, des appareils visuels merveilleusement spécialisés pour servir l'œil qui les regarde. Nous pourrions d'ailleurs poursuivre avec la forme végétale et aller jusqu'au minéral, avec par exemple l'écrivain Roger Caillois et son livre Pierre, à propos du jaspe, par exemple, où il dit de la pierre qui ne sait ni ne sent, qu'elle met en image par distraction un règne monstrueux. Monstrueux qui a le même sémantisme que le montrer. Le par distinction nous alerte et nous fait penser que d'une certaine manière, oui, la pierre, en pesant contre le sol, en roulant, en s'ébréchant, est une chose qui pense. En tout cas, elle presse l'écrivain caillois ou bien le facteur cheval au cours de sa tournée tombant sur la pierre qu'il appellera pierre d'achoppement. Par ailleurs, ces pierres pourraient bien être de source volcanique et nous ouvrir à la formation commencée il y a des millions d'années et qui est toujours en cours. Pourquoi ce détour par la forme animale, végétale et minérale ? Eh bien, c'est qu'il y a une prodigieuse expressivité du vivant, un désir de se montrer, de paraître ou de se cacher aussi bien, car le visible et le caché sont inséparables. Se cacher est un mode de parution. Et pour le dire avec Jean-Christophe Bailly, essayiste, philosophe, le cacher est pour ainsi dire l'intimité du visible. Cette prodigieuse expressivité du vivant, nous y sommes et nous en sommes. Notre frayage, le frayage humain, frayer c'est se frotter au monde, ouvrir un chemin. Donc notre frayage répond, résonne, vibre, et finalement, notre langage, ne l'oublions pas, et non seulement l'apprentissage de ce côtoiement, de cette coexistence, mais également lui-même une expression du monde, où il faut entendre ici le motif de l'expression de manière littérale. Expression, une pression hors d'eux, une sortie, un jaillissement. Et nos images sont peut-être aussi des expressions en ce sens. Elles sont des réponses à la pression du monde, du réel, pression qui pourrait se formuler en un « ça nous regarde » en tous les sens. Ça nous regarde.
Oui, nous sommes regardés, pesés, pensés par nos coexistants. Les choses nous regardent. Et ce que nous éprouvons souvent au cinéma, ce qui nous retient, ce n'est pas seulement le regard des personnes ou des personnages, ce n'est pas seulement le regard du réalisateur ou de la réalisatrice, c'est aussi que les choses nous regardent et se tournent vers nous. Ça nous regarde. Oui, nous sommes exposés et engagés dans ce processus de formation et d'expression du monde. Ça nous regarde. Oui, dans la mesure où, regardez, comme nous le dit Jean-Luc Nancy, dans un texte sur Kiarostami, n'est en fin de compte que penser le réel, c'est-à-dire le réaliser. Regarder, dont il est nécessaire de rappeler le sémantisme, un prendre soin, un faire attention, un être sur ses gardes, un protéger. Il y a eu le verbe égarder en ancien français, voulant dire veiller sur, et qui a donné le nom égard. Regard et égard sont ainsi à peu près le même mot. Et dans regard, le préfixe re, ici, est plutôt un intensif. Le regard intensifie la garde, c'est-à-dire la veille, l'attention. Lorsque je me suis entretenu avec Jean-Luc Nancy pour le magazine Bref, il y a quelques années, au sein de l'agence du court-métrage, il a eu cette pensée qui, pour moi, ouvre de nombreux possibles pour la pratique, la transmission et l'éducation au cinéma. Mettre la citation. Ah oh. On ne montre pas comment regarder, mais regarder se montre. On pourrait accueillir cette pensée de deux manières, qui sont d'ailleurs liées. D'abord, il s'agit de la comprendre comme cette évidence que ce sont les films qui mobilisent et pressent le regard. Ce sont les films qui nous mettent en jeu en tant que regardeurs, chaque plan, chaque séquence étant un voyage à part entière. Un voyage au sens fort étant lui-même une mise en jeu du regard. Regarder se montre donc à travers les films. Mais ensuite, il faut mêler à ce premier abord celui-ci. Regarder se montre, cette expression ouvre un motif essentiel dans l'éducation, celui d'un inenseignable. Car le se montre de l'expression doit s'entendre également comme un arrivé, un surprendre. Ça arrive par surprise, cela ne se programme pas. Regarder, c'est penser. Mais cela ne peut se faire sans cette force ou cette pression du monde qui nous ouvre les yeux, afin que se réveille en nous, justement, la surprise de l'existence, la surprise que l'existence est. Éduquer prend alors tout son sens d'origine. Educere, soit mener hors d'eux des idées reçues, des habitudes, des formatages et des héritages, comme cet héritage très lourd dont je parlais, de l'illusion en face de la profondeur de la vérité, le sensible face à l'intelligible. Tout ça, ce sont des héritages dont nous faisons l'apprentissage et dont il nous faut aussi nous déshabituer et les déjouer sans arrêt. Vivre, c'est goûter, sentir, toucher, regarder, aller, venir, danser, sortir, penser, écouter le monde qui bat en nous, hors de nous, comme nous. Comme nous, d'ailleurs, c'est ce qui fait la singularité humaine, d'être un petit peu une sorte dans l'expression du monde, celui qui exprime l'expression, mais il l'exprime pour tous les étangs, végétaux, animaux, minéraux. Goûter, cela devrait nous faire penser au sapere de l'Homo sapiens, verbe latin qui fait signe vers la saveur. Quel goût, quelle saveur avons-nous? Aussi bien quelle saveur se dégage de nous que quelle saveur aimons-nous? Comment se forme, s'informe, se déforme, se transforme
cette saveur qui nous fait. Par contact, par expérience, par rencontre, par transmission, par entrée en rapport avec le mouvement d'un monde, aussi bien que le mouvement d'un soi. Car celui ou celle qui filme, celui ou celle qui regarde le film, sont requis par cette vibration, cet ébranlement qui ne comble ni n'accomplisse rien, mais au contraire relance le rapport, c'est-à-dire l'altération que nous sommes, que le monde est. Cela se vit très concrètement quand parfois nous sortons de la salle de cinéma et constatons que ça continue de vibrer, de battre, de rythmer, de pulser, comme si au sortir du film, nous touchions à l'étrangeté, à l'extraordinaire du monde, comme si le monde, pour exister, devait avoir son existence hors de lui-même, ce qui veut dire qu'il n'a pas de lui-même, mais plutôt, il a une existence au sens d'une sortie de soi, un monde en train de se former, donc, de se transformer. Un monde qui attesterait l'intuition d'Antonin Artaud, selon laquelle le cinéma, mais finalement tout art, se rapprocherait du fantastique. Je le cite, « ce fantastique dont on s'aperçoit qu'il est tout le réel ». Le périple d'Ahmad, dans Où est la maison de mon ami, rencontre cette dimension fantastique. Mais on pourrait aussi bien présenter, et on va peut-être passer ces deux extraits à la suite, l'un de l'autre. Donc, on pourrait aussi bien, avec Ahmad, joindre Geppetto et Pinocchio dans les aventures de Pinocchio de Comencini. Donc, regardons ces deux extraits l'un après l'autre. C'est tout le plaisir du cinéma et de la projection où nous participons au sens fort, aux images et aux regards qui nous mobilisent. Cette participation, cette mobilisation implique que nous n'abordions pas l'image comme un objet, mais bien comme un rapport. Nous entrons dans un rapport. C'est pourquoi nous ne sommes pas devant, mais en elle, en même temps qu'elle entre en nous. C'est ainsi que ça vibre, meut, émeut, résonne, pense et danse. L'image danse parce qu'elle ne se dépose pas dans la satisfaction d'une signification. C'est pourquoi nous faisons aussi l'expérience d'un déplaisir, soit l'impossibilité du plaisir comme l'image à se fixer, à s'approprier, à se laisser saisir. Ça passe, c'est dans le passage, ça file, défile, se défile, et nous devons apprendre à passer avec le passage, comme le poète Fernando Pessoa nous invite à le comprendre par la voix d'un de ses hétéronymes. Passe, oiseau, passe et apprends-moi à passer. Passe, cinéma, passe et apprends-nous à passer. Les arts et le cinéma, en particulier, sont l'expérience d'un toucher d'exister, c'est-à-dire d'une tangence au monde et à nous-mêmes. C'est cela, aller, venir, être au ciné-monde, c'est toucher, retoucher, donner, nous redonner le monde et notre mouvement d'exister, entrer en résonance, en vibration avec les choses du monde, avec nous-mêmes et tous les étangs, minéraux, végétaux, animaux. Entrer en résonance, entrer en vibration, ce n'est ni plus ni moins que danser, penser. Si je dis donc que le cinéma pense, c'est comme cinéma, et non pas au sens d'un cinéma philosophique ou à thèse. Ce que la philosophie et l'art ont en commun, c'est qu'ils intensifient le sensible. Ils ne sont pas la vie, mais d'une certaine manière, ils donnent de la vie à la vie. Et pour cela, ils expérimentent tous les deux une approche heuristique, du grec eurisko, je trouve, donc une approche, une découverte, c'est-à-dire, pour saluer ici Georges Didier Berman, philosophe, et Samuel Beckett, un essayer-dire. La route et la pensée s'ouvrent à même elle-même, c'est-à-dire que quelque chose se trouve et se cherche, quelqu'un, Matisse, Kiarostami, Herzog, Comencini, Ahmad, Pinocchio ou Geppetto, quelqu'un trace et en traçant, trouve et cherche, laisse se chercher et laisse se trouver
Quelqu'un fait donc l'épreuve d'un sens, d'un monde ou d'une vérité qu'il ne maîtrise pas, mais qui le surprennent. Ainsi vont Geppetto et Pinocchio à la recherche l'un de l'autre, à la recherche d'eux-mêmes, aller venir, être au ciné-monde, regarder aller et venir Geppetto, Pinocchio et Ahmad, comme des sortes d'Ulysse dans des odyssées et des périples singuliers, rejoignant à leur manière l'éternel retour qui nous apprend à consentir au fait qu'on ne revient pas, qu'on n'en revient pas, comme le dit si bien l'expression. N'en pas revenir, ou bien revenir, altérer, transformer. Aller et venir, être au ciné-monde, c'est donc partir. Et partir, c'est toujours aller vers un ailleurs, vers l'étranger, l'inconnu, sans jamais vraiment arriver, car nous sommes toujours en partance ou en arrivance. Il y a une phrase de laquelle nous pourrions partir, si je puis dire. Elle est proposée par la chorégraphe Mathilde Monnier dans un échange avec Jean-Luc Nancy autour de la danse. Elle viendrait du metteur en scène russe Stanislavski. Partir de soi, avec les deux accentuations. Nancy explique que finalement, cette phrase exprime justement le battement d'un soi. Car la première accentuation, partir de soi, implique qu'on parte d'un donné. Or, si un soi est rapport à soi, ça veut dire qu'il est toujours en formation, qu'il y a toujours donc un écartement, un écart qui le fait, et qu'il n'est donc pas donné. Ce qui nous pousse à sortir, à partir, cette fois-ci, de soi. Deuxième accentuation. Les deux accentuations indiquant ce qu'on pourrait appeler la danse du soi. Cette danse du soi, ce battement, pourrait se dire autrement la danse du présent, ou la présence comme danse. Cette danse de la présence échappe au temps chronologique et déjoue l'instant, car la présence est toujours un venir en présence. Nous sommes dans une dynamique de l'approche et de l'éloignement, de la rencontre et de l'encontre. C'est une attestation très commune de nos existences, cet aller et venir, ce présent qui arrive et qui part. Et pourtant, nos habitudes de pensée restent souvent coincées entre passé et avenir, conservation et anticipation, mémoire et attente, rétention et protention. Aussi bien les motifs du progrès, de la croissance, du calcul, des algorithmes, ou encore la fuite du temps, la perte ou l'âge d'or. Tout cela nous perturbe pour goûter à la saveur du présent. Cette saveur du présent, nous la goûtons par exemple dans À la mare de Pedro González Rubio. Cette saveur du présent, cette saveur du monde, nous la goûtons avec les films qui nous mobilisent, car nous vivons avec les films, mais aussi nous vivons des films. Vivre est un verbe transitif. Vivre, c'est vivre d'eux. Le peintre Michel Barcelo, dans son journal, écrit ceci. « Chères images du monde, éloignez-vous de moi jusqu'à presque disparaître, jusqu'à ce que vous deveniez des graines que je puisse porter à ma bouche, que je puisse vous reconnaître par votre saveur sous ma langue, jusqu'à ce que je vous recrache, ainsi que des pierres, comme un renard vomit les plumes des oiseaux. » Oui, en quelque sorte, nous mangeons les images, elles font partie de notre nourriture. Nous vivons avec les images, mais nous vivons aussi des images. Ainsi en va-t-il des images du monde dont parle ici Barcelo. La métaphore nutritive est très juste. Comme nous nous transformons par le processus de la nutrition, nous sommes aussi des êtres qui nous métamorphosons au contact des images. Et de plus, les images se transforment à travers nous et ouvrent à la possibilité d'autres images. Danser, penser, aller, venir, être au ciné-monde, c'est aussi une affaire de rythme, de cadence, de reprise, de gestes et d'expérience, une manière d'aller vers et de laisser venir, une affaire de motion et d'émotion. Dans Bovine, Emmanuel Gras se met à l'épreuve du rythme des vaches, qui peut aller d'une extrême lenteur lorsqu'elle traverse un champ à un tempo presto, comme on dit en musique, lorsqu'en plan serré, elle broute. Voici donc un extrait de cette danse très singulière. Dans ce film, et dans cet extrait en particulier, nous éprouvons,
Nous sommes mis à l'épreuve, nous pesons, nous pensons, nous dansons avec les vaches. Elles dansent en nous. Nous expérimentons ce qu'un des personnages de la romancière brésilienne Clarice Lispector éprouve dans le roman Le bâtisseur de ruines. Je cite ce passage. Comme il avait déjà atteint l'intelligence purement essentielle d'une vache, il savait seulement une loi simple, qu'il ne devait pas brusquer leur rythme et qu'il devait leur donner du temps. Le temps, qui était un temps entièrement obscur, et elle ruminait du foin avec de la bave. Peu à peu, ce temps devint aussi le temps de Martin, rond, lent, qui ne peut être compté sur un calendrier, car c'est ainsi qu'une vache traverse un champ. Je crois que pour avoir ce regard, cet égard, il nous faut toujours recontacter l'enfance et faire écho à ce vers de Goethe, que là seulement où tu es, tout soit toujours d'enfance. Recontacter l'enfance, c'est cela, aller, venir, être au ciné-monde. Mais cela sans nostalgie. Le mode d'habiter de l'enfant n'est pas nostalgique. C'est ici et maintenant. Voilà. Pour n'en pas finir, ou peut-être pour ouvrir aux séances prochaines, notamment Le Petit Criminel de Jacques Doyon tout à l'heure, et peut-être ouvrir à la conférence de la philosophe Joëlle Zask demain qui parlera de participation. Je vous laisse avec ces mots du jeune Walter Benjamin en 1913. Il a alors 21 ans et écrit à une correspondante. Je crois réellement qu'une seconde fois, nous réhabiterons notre enfance, enfance que notre époque nous apprend à oublier. Je vous remercie.